à Nicolas aussi. Je vais accueillir mes invités pour cette conférence. Donc, il y a Maya, Ludovic et Gwenaël. Ils vont venir me rejoindre. On peut les applaudir pour leur présence ici. Nous, on a la chance de pouvoir s'asseoir. On ne doit pas rester debout pendant cette conférence. Installez-vous comme vous le voulez. Ouais. Pas avec le micro là, Gwenaël, ça a l'air Pendant les fils. Ouais. Bon, je vais donc évidemment commencer cette conférence par présenter notre protagoniste du jour. Il y a notamment Maya De Decker qui est thérapeute nutritionniste, formatrice aussi en profilage alimentaire. J'ai découvert cet univers en ayant préparé cette réunion. Ancienne professeure de physique aussi. Maya, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc moi, essentiellement, je suis formatrice. Je forme essentiellement des professionnels de la santé à des outils qui leur permettent de mieux guider leurs clients. Donc, j'ai des médecins, pharmaciens, naturopathes, kinés, nutrithérapeutes, diététiciennes, qui apprennent des outils pour les clients pour mieux les guider dans les choix de leur alimentation et mieux personnaliser leur alimentation. Très bien. Merci d'être là. En tout cas, Maya, on va avoir l'occasion d'échanger très rapidement autour de la thématique de ce soir, le durable et le local, encore un business, on va en parler. Avec Ludovic Vanacker aussi, qui est gérant et fondateur et chef aussi de la ferme gastronomique Bossimé. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. En quelques mots, ton parcours rapidement pour que les gens puissent resituer un petit peu l'univers dans lequel tu travailles. Moi, je suis fils d'agriculteur et puis je suis cuisinier. J'ai créé et fondé mon restaurant il y a maintenant un peu plus de 14 ans. Et puis, on développe toute l'alimentation durable, de la graine à l'assiette. Et donc, ça, c'est vraiment notre vision, notre travail au quotidien. Et donc, on est surtout, on axe l'alimentation de qualité vers la gastronomie, mais une gastronomie qui se veut plus exceptionnelle, plus quotidienne, plus classique, dans tous les moments de la vie, tout simplement. Très bien, bienvenue en tout cas, et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Et avec Gwenaël aussi, Gwenaël Dubus, qui est maraîcher à la ferme du Peuplier dans le Brabant Wallon, qu'on a l'habitude de rencontrer sur les différents marchés du Brabant Wallon. Toi, Gwenaël, ton parcours en quelques mots, ça s'est passé comment? Mais moi, j'ai démarré de zéro, hors cadre familial, sur une ferme qui fait maintenant 35 hectares de légumes en bio à Crédoisseau, et on vend 85% de nos productions et ce qu'on achète à d'autres producteurs sur 18 marchés par semaine, Brabant Wallon et Bruxelles. Donc voilà, on a une grosse équipe maintenant, je pense à peu près à 50 équivalents temps plein et 140 personnes en payroll environ sur la production et la vente. Donc, voilà, on va explorer tout ça bien sûr, tous les tenants, les aboutissants, les difficultés aussi que tu rencontres au quotidien pour cette gestion. Avant ça, on a évidemment préparé cette conférence, on s'est un peu demandé vers quoi on pouvait aller, comment est-ce qu'on pouvait commencer aussi quand on veut parler d'alimentation saine, quand on veut parler de cet agroalimentaire. Et donc on s'est dit que c'était peut-être sympa de revenir sur certains concepts, certains préceptes qui sont beaucoup utilisés, qui font partie des idées reçues aussi de manière générale et qui sont un peu dans l'inconscient collectif, une sorte de repère par rapport à la nourriture saine. Et donc on avait envie de revenir, enfin j'avais très envie, Maya un peu moins, de revenir sur cette pyramide alimentaire qui est un peu... qui a un petit peu, je dirais, baigné notre enfance. On en a beaucoup parlé à l'école. Mes enfants, ils en parlent encore maintenant dans différents aspects que les professeurs abordent avec eux au niveau de l'alimentation. Et donc, je trouvais que c'était important de rebaliser un peu ça. Est-ce que c'est une pyramide qui est encore valide maintenant? Est-ce que c'est encore un bon critère pour pouvoir se dire, OK, je sais comment je dois manger en me balisant sur cette pyramide? Alors, évidemment, le problème avec la pyramide alimentaire, donc l'alimentation et la santé, on est sur un sujet extrêmement complexe sur lequel on n'a pas encore fait le tour et on ne connaît pas tout. Et donc, on essaye de simplifier par des images facilement décodables par le grand public, quelque chose d'hyper complexe. Et donc, du coup, on a des biais. Et puis, en plus, la pyramide évolue au cours du temps. Ici, j'ai mis 2 pyramides alimentaires officielles françaises. Et on voit qu'elles sont différentes. Il y en a une où on a les fruits et les légumes à la base, enfin, on a l'eau et puis les fruits et les légumes, et l'autre, on a tout ce qui est céréales et dérivés féculents à la base, et les fruits et légumes sont au-dessus. Et donc on voit comme ça montre déjà une absurdité de l'accord qu'il y a entre 2 pyramides différentes. Entre 2 pyramides contradictoires. Alors on est en Belgique, on va voir la dia suivante. On a la pyramide alimentaire de la Wallonie et la pyramide alimentaire de la Flandre qui sont tout à fait différentes. Alors il y a des points communs, mais c'est là qu'on se rend compte que le sujet est tellement complexe qu'on n'arrive pas à le simplifier de manière... on ne sait pas le simplifier en fait. Et donc on a des partis pris en fonction de on ne sait pas quoi qui font qu'on va avoir telle pyramide ou telle pyramide. Aux États-Unis, ils ont carrément décidé
de ne plus faire de pyramide alimentaire. Donc depuis une quinzaine d'années, ils ont cette espèce d'assiette qui est avec un grand quart sur les légumes et puis les fruits, les protéines. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit cette assiette alimentaire des États-Unis, il n'y a pas de graisse. Si on compare aux recommandations officielles françaises du Sérin, là, on demande qu'il y ait 35 à 40% des calories qui soient fournies sous forme de graisse. Et donc, on voit qu'on a des grandes contradictions, et ces grandes contradictions, elles sont liées au fait que, finalement, l'alimentation saine, on a des grandes pistes, on a des idées, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Les choses changent au cours du temps, et d'un pied à l'autre, on a des recommandations qui sont différentes. Et puis il y a une dizaine d'années, il y a un autre élément qui est entré en ligne de compte aussi, le fameux Nutri-Score, hein, qui est une sorte d'élément référentiel labellisé sur tous les différents packaging alimentaires. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose, ça a été fort décrié, ça a un peu évolué aussi. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de fiable, toi, en tant que professionnel? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? De nouveau, on est avec la même problématique, essayer de simplifier un sujet extrêmement complexe. Et je pense qu'une image va valoir plus qu'un long discours. Si on peut mettre la... ah oui, non, voilà, là, c'est toujours la pyramide alimentaire. J'ai fait 2 pyramides alimentaires qui sont... on peut revenir à l'image d'avant. Ouais. 2 pyramides alimentaires qui sont identiques. Je ne sais pas si on peut voir. Non, c'est pas grave. Voilà. Qui sont similaires. À gauche, c'est celle qu'on voit habituellement dans les livres d'école, etc. Et à droite, c'est celle que des personnes qui vont faire leurs courses dans les supermarchés vont faire. Et en fait, on voit qu'on est deux pyramides alimentaires différentes, mais ça saute aux yeux que l'une va être meilleure que les autres. Donc on voit les limites de la pyramide alimentaire. Il y en a une où on est avec des céréales pour petit déjeuner, des produits en boîte, des fish sticks et des barres chocolatées, et l'autre où on est avec de l'huile d'olive extra vierge et des vrais légumes. Et donc là, on se rend compte que la pyramide alimentaire a ses limites. Et donc le Nutri-Score, on va voir une image du Nutri-Score qui vaut mieux qu'un long discours. On voit du Roquefort qui est un fromage labellisé, AOC, au lait cru, fermier, etc., avec des critères pour avoir l'AOC assez stricts. Qui est assez vendeur en soi. Qui est assez vendeur. Nutri-Score E, parce qu'il est salé, parce qu'il est gras. L'Emmental, Nutri-Score D. Par contre, si on prend un produit transformé, les petites crêpes à l'Emmental, comme par hasard, tout d'un coup, en fait, on a le Nutri-Score B. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Nutri-Score, c'est une sorte de calcul en fonction des fibres, du sel, des graisses, des sucres, etc., mais sans du tout aller regarder la qualité de l'aliment. Et donc, en fait, on va avoir un aliment qui va avoir un meilleur Nutri-Score, simplement parce qu'on a réduit les graisses, on a réduit le sel et on a remplacé par des additifs et des choses comme ça. Et donc là, on a quelques autres exemples de Nutri-Score qui sont... voilà, donc on a la boîte de sardines où on a simplement des sardines sans additifs. Nutri-Score C. À cause du sel, alors du coup là. À cause du sel, oui, tout à fait, à cause du sel. Et les fish sticks industriels avec une panure, Nutri-Score A. Ouais. L'huile d'olive, Nutri-Score D. Par contre, la margarine industrielle hydrogénée, Nutri-Score C. Le chocolat, 85% de cacao, on a juste du cacao, du beurre de cacao et un petit peu de sucre. Par rapport aux céréales petit déjeuner et au chocolat, on voit que ça n'a pas de sens. Que ça n'a pas de sens par rapport à la qualité des produits. Alors, il faut savoir aussi que le Nutri-Score, c'est par 100 grammes. Et donc, on considère que les gens mangent 100 grammes de la portion. Personne ne va manger 100 grammes de Roquefort d'un coup. Personne ne va manger 100 grammes d'huile d'olive d'un coup. Par contre, si on prend le produit transformé, oui, on va manger les 100 grammes. Et donc là, on arrive à ces limites. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, toujours huile d'olive, Nutri-Score D, Coca-Cola Light ou les Doritos, Nutri-Score B. Donc on voit tout à fait les limites de Nutri-Score et c'est la raison pour laquelle on va passer à la suivante. Voilà, ici, les sardines brutes entières, Nutri-Score D. On enlève la peau, donc on fait un processus de transformation, on enlève les arêtes, qui sont des éléments nutritifs qui apportent en fait des graisses, des oméga 3, qui apportent des vitamines D, etc. On les enlève, Nutri-Score B. Oui, c'est pour montrer vraiment l'aberration du système. Voilà. C'est important quand même de baliser ça parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à vouloir acheter vite fait et on voit Nutri-Score A. Les enfants aussi, hein, moi quand je vais faire les courses avec eux, ils me disent « Ah, c'est A, papa, on peut le prendre ». Et donc voilà, c'est important de voir rebaliser un petit peu. Mais alors du coup, comment on fait ? À quel moment est-ce qu'on se dit, OK, j'ai envie de manger sain, j'ai envie d'avoir une alimentation saine dans mon assiette, j'ai envie aussi de partager avec mes enfants des produits sains. Est-ce qu'il y a
d'autres éléments qui peuvent Oui. nous permettre d'avoir cette référence? Alors depuis une quinzaine d'années, il y a un grand courant dans l'alimentation qui, en fait, c'est des chercheurs, et ceux qui sont à l'origine de ça, c'est des chercheurs brésiliens. Il faut savoir que le Brésil, l'alimentation industrielle est arrivée un petit peu après les États-Unis et un petit peu après l'Europe. Ils se sont rendus compte, mais en fait, on a un problème, et le problème n'est pas lié uniquement aux quantités de sucre, de graisse, mais le problème est lié aux aliments ultra transformés. Et donc, il y a eu des études qui sont montrées, maintenant on a du recul d'une quinzaine d'années, on peut passer à la diapositive suivante, où en fait on s'est rendu compte qu'on devait avoir d'autres choses, d'autres éléments pour qualifier une alimentation saine. Et c'est là qu'on a vu que ces chercheurs brésiliens ont développé l'indice NOVA, qui est un indice qui va nous donner le degré de transformation. Et donc là, on voit des saucisses sans additifs, juste de la viande de porc, du sel, du poivre et du boyau, comparé à des knackis où il y a des protéines de pois, de chlorure de potassium, du sorbate de sodium, de nitrite, etc. Et ces saucisses ont le même Nutri-Score, mais il y en a une qui va avoir le score Nova 3 et l'autre le score Nova 4. Le score Nova 3, c'est un produit transformé à partir d'ingrédients bruts. Le Nova 4, c'est avec des additifs, etc. Et donc, il y a aussi un autre label, le SIGA, qui est en train d'être développé, mais pour l'instant, dans la recherche, c'est vraiment plutôt le score Nova qui est utilisé. Et là, il n'y a pas photo, tous les curseurs, enfin, tous les indicateurs nous montrent que l'ultra-transformation a un impact vraiment sur la santé. Et donc, moi, ce que j'ai envie de transmettre ici, c'est que les bases, on sait, il faut manger des légumes, il faut manger des fruits, il ne faut pas manger trop de sucre, il ne faut pas manger des graisses industrielles, on les sait. Et puis si on veut aller plus loin que ça, le meilleur indicateur, c'est d'essayer d'aller vers des aliments qui sont les moins transformés possibles, donc ça veut dire quoi? Avec peu d'additifs, sans additifs, idéalement sans additifs, avec des graisses qui n'ont pas subi des processus de transformation, d'hydrogénation, etc. Et ça, eh bien, ce sont des aliments qu'on va produire localement, que des artisans vont produire, qu'on ne va pas produire en usine, quoi, et qui ne vont pas faire 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez nous. Non, on va embrayer justement, puisque Ouais. effectivement, face à l'ultra transformé, il y a toute l'antinomie qui est tous ces mots qu'on utilise maintenant, le circuit court, le durable, le local, l'éco-responsabilité. Et là, c'est Gwenaëlle, évidemment, je me tourne vers toi pour discuter de tout ça. Peut-être que c'est important, comme on l'a fait avec le Nutri-Score et avec la pyramide alimentaire, de rebaliser cette terminologie et de bien expliquer ces différents mots qui sont très mainstream. Il n'y a rien à faire, on les utilise beaucoup et ça fonctionne parce que c'est du marketing aussi. Le circuit court, par exemple. Qu'est-ce que c'est le circuit court? Ça veut dire quoi? À quel moment est-ce qu'on peut dire ok, ça fait partie du circuit court? Est-ce qu'il y a une frontière qui fait qu'on est dans le circuit court et puis qu'on est dans le circuit long? En fait, le circuit court, la définition, c'est maximum un intermédiaire. Ça, c'est la définition un peu basique Mais ça, il y a toujours moyen un petit peu de chipoter. Oui, voilà. Donc l'idéal, c'est évidemment d'acheter directement chez le producteur. Mais donc moi, je le conceptualise plutôt sur le fait de maximiser ce qu'on achète chez un producteur et qu'on revend nous-mêmes, et de ce que je produis et ce que je vends moi-même. Parce que je ne sais pas tout produire. Donc il y a des problèmes de climat, il peut y avoir des problèmes de saison, et il peut y avoir des difficultés du fait que, comme je disais, on est sur 35 hectares, on fait 80 légumes différents. On ne peut pas forcément faire 100 ou 200 références différentes. Et puis en plus, on n'a pas forcément tout au même moment, parce qu'on peut avoir des échecs de culture, des difficultés, des problèmes de conservation. Et donc, globalement, sur ce qu'on vend au marché, on est à peu près sur 30% qui vient de chez nous, et 70% qu'on achète et qu'on revend. Et pour avoir un... Directement chez le producteur? Les 70% sont Non, le circuit court? pas forcément. Non, parce qu'à certains moments, les producteurs n'ont pas forcément ce qu'on demande. Et il y a aussi beaucoup d'achats que je fais via un grossiste, mais où là, on sait vraiment, il y a l'étiquette du producteur, ça vient par un grossiste, donc ça reste intermédiaire, quoi. Quelque part ce qu'on pourrait appeler du circuit court. Mais comme tu dis, il peut y avoir de l'abus aussi à ce niveau-là. Oui, c'est ça, parce que je me fais l'avocat du diable. sûr. Ça veut dire que si tu vas acheter un produit au Brésil chez le producteur, que tu le Bien ramènes, sûr, c'est du mais ça, circuit si tu court. parles de localité à ce moment-là. Ok. Mais si tu veux, à ce moment-là, l'abus peut être constaté à partir du moment où Colruyt ou Deleuze ou n'importe quelle chaîne est en lien direct avec les producteurs. Donc ça veut dire que les producteurs livrent directement chez Deleuze, donc tu peux le considérer comme du circuit court, alors qu'on arrive un peu à tout mélanger à ce moment-là. Ouais, et c'est là qu'à un moment donné, il faut faire entrer en ligne de compte aussi l'esprit critique et de pouvoir bien baliser ça. Bien sûr. Le durable, ça aussi, c'est un mot qui est très utilisé. Comment est-ce que toi, tu le définis, le durable, dans ta fonction de producteur et de maraîcher? Moi, je le définis, il y a l'aspect environnemental, c'est celui sur lequel on se focalise toujours. Moi, je pense surtout à l'aspect social, c'est-à-dire que la façon dont j'achète les produits et la façon dont on les produit, on apporte énormément d'importance à qui travaille.
dans quelles conditions, qui est forcé à travailler, qui travaille de plein gré, qui a un contrat correct. Parce que dans le domaine de l'agriculture, il y a des gros Il y a abus une à dimension ce niveau-là. sociétale qui entre en ligne de compte Ouais. à ce moment-là, alors on entre dans un univers un peu plus sociétal. Oui, c'est ça. Création d'emplois, emploi stable, où se trouve l'emploi, comment il est fait, etc. Donc, nous, on apporte même plus d'importance à ce niveau-là que directement Ouais. Le local, on en a parlé justement par rapport au circuit court, hein, donc ça c'est vraiment une dimension qui va renforcer en fait cette notion du circuit court. Ouais. Le local, ça prend tout son sens dans ton job notamment. Oui, bien sûr. Donc nous, on essaie de maximiser ce qu'on produit nous-mêmes et ce qu'on prend en Belgique. Maintenant, on vend des produits qui sont français, espagnols, italiens. Et à part la banane, on ne va pas plus loin. Mais ça, c'est un choix qui peut être discutable. C'est ce qu'on se rend compte maintenant. Parce que moi, j'ai commencé en 2010, au moment où le bio se lançait, quasiment. J'ai profité de l'évolution exponentielle du bio. C'est-à-dire qu'il y avait une croissance à 2 chiffres pendant 10 ans. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais disons qu'on se rend compte maintenant qu'un maraîcher qui fait de la vente directe et qui ne fait pas d'achat-revente a quand même très difficile à vivre en termes d'entreprise. On va revenir sur cette évolution, enfin Ouais. cette chute légère du bio dans quelques instants. Peut-être encore juste, Ludovic, te faire réagir justement sur ces différents termes aussi. Quand on parle de circuit court, toi en tant que, de servir des plats dans un restaurant, ce circuit court-là, il correspond plus ou moins à cette définition que tu as donnée, Gwenaël? Oui, mais j'ai plus ou moins la même manière de le définir. En effet, nous, c'est un achat en direct chez un producteur. Et nous sommes finalement à peu près l'intermédiaire, si on peut dire ça comme ça. On est sur du 30-70% chez Gwenaël, en tout cas dans ses ventes sur les marchés. Chez toi, tu as une idée en termes de production, tu en es à combien de pourcentage? Alors, nous, Propre. par rapport à ce qu'on va acheter donc, chez nos producteurs, etc., on va être à 80%, même 85%. Parce qu'on a besoin d'une diversité de produits très large, mais tout le reste est acheté en direct à un producteur qu'on connaît, à qui on sait qui il est, comment il le produit, comment il le fait. Et là, je rejoins la dynamique sociale et sociétale de la durabilité. Pour moi, cette durabilité, en effet, a un mot très galvaudé, très mal utilisé, parce que souvent... C'est pour ça que je trouvais que c'était important justement de revenir un peu aux bases. Et d'ailleurs, nous, on ne l'utilise plus. Pour tout vous dire, on essaie de l'enlever de notre bouche parce qu'en fait, il a été pris par plein de gens. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient, une boulette de papier, et ils l'ont lancé un peu trop loin. Mais par contre, c'est ce côté un peu sociétal, faire attention aux économies aussi, à quel endroit on achète, comment c'est construit, est-ce que ça crée de l'emploi, est-ce que ça structure une filière, est-ce qu'on soutient. La manière dont on achète aussi est importante. Dans la durabilité, c'est aussi pas uniquement acheter chez des gens qui font ça bien, mais c'est aussi nous, en tant qu'acteurs, s'engager dans une durabilité qui dure longtemps cette fois-ci, d'aider des producteurs qu'on achète de manière régulière, récurrente et de donner un revenu récurrent. Ça permet de se structurer pour eux. Parce que comme on achète beaucoup à l'extérieur, on va acheter à peu près 2 millions à 2,5 millions par an de produits à l'extérieur chez nos producteurs. Quand je dis à l'extérieur, c'est dans un rayon proche. Il y a certains artisans qui vont avoir des équivalents temps plein dédiés à notre activité. Et donc on va se permettre de se dire, tiens, en fait, le voisin fait un truc un peu plus sympa. Non, c'est vraiment une construction avec eux. Il y a un engagement solidaire qui se fait avec les fournisseurs chez qui tu te tournes. Justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de pouvoir dire, OK, il y a un produit qui est vraiment excellent, mais la dimension sociétale, la dimension de durabilité, j'utilise ce terme parce que voilà, on en a parlé, mais ne convient pas à tes valeurs et du coup de mettre un terme à des collaborations, malgré que le produit soit vraiment hyper efficace en restaurant, par exemple? Alors c'est plutôt l'inverse, le produit ne rentre pas. Généralement, ce sont des chemins très longs. Des analyses de marché de valeur des producteurs au préalable? Oui, c'est vraiment, on travaille depuis des années avec des producteurs, le temps qu'on apprenne à se connaître, etc. La plupart du temps, c'est qu'eux évoluent vers le bon sens. Et donc, c'est plutôt l'inverse. C'est beaucoup plus difficile de rentrer parce qu'on a une grille de critères très importante. Nous, on l'a établi en 5 points principaux pour pouvoir avoir un juste prix pour le consommateur, etc. Et il y a souvent la notion de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire être proche? Parce que finalement, acheter une carotte à son maraîcher qui est à 5 minutes de chez soi, ça, c'est très bien. Mais des fois, on a envie de boire une bière un peu plus spécifique et en fait, elle est à 60 km de la maison. Ça reste de la proximité, ça reste du local. Souvent, on dit normalement une alimentation vraiment très locale, c'est 160 km. Généralement, en fait, la plupart du mainstream, ce qui est considéré comme étant vraiment local, c'est plutôt la moitié, c'est 80 km qui est en fait considéré vraiment comme local. 80 km, quand vous êtes ici, vous avez déjà pas mal. C'est déjà un beau rayon. Et nous, on aime bien le spécifier en plusieurs strates. C'est-à-dire, le produit qu'on trouve facilement à côté de chez soi, il doit être extrêmement local. La farine, par exemple, nous, on la cultive les céréales nous-mêmes, on fait le moulin à moins de 6 km de la maison, ça revient, c'est directement produit. Ça, c'est extrêmement local, c'est l'idéal. Après, pour des produits un peu plus spécifiques, les asperges très particulières, les bières, on ne trouve pas des brasseries non plus. Des brasseries particulières, des producteurs de vin, des fleurs un peu uniques, des choses particulières qui peuvent agrémenter nos cuisines. Honnêtement, 80 km, c'est
c'est rien dans le monde actuel de la nourriture. La nourriture, 80 km, c'est peut-être à peu de choses près ce qu'elle peut peut-être faire dans un entrepôt. Oui, tout à fait. Ça veut dire en termes de logistique interne dans un site. Donc voilà, donc c'est comme ça que nous on définit tout ça, le local et le durable. Mais maintenant qu'on a défini le durable, on peut l'utiliser toute la soirée. Hein. Revenons, Gwenaël, 2 secondes à cette histoire, enfin pas 2 secondes, un peu plus, sur cette histoire du bio. Donc en 2010, toi tu te lances, au moment où le bio est vraiment en pleine expansion, c'est un peu le boom. Et puis qu'est-ce qui se passe en fait? Donc de 2010 à 2025, il y a un moment donné où ça redescend un petit peu. Pour quelle raison? Ouais, bah en fait, donc moi j'ai commencé en 2010-11, voilà, sur base d'un marché de producteurs bio qui était assez limité, que ce soit en Belgique ou en Europe. C'est-à-dire Ton choix de se diriger vers le bio, c'est... moi je suis un néo-installé, ça veut dire que j'ai tout d'un coup, j'étais ingénieur agronome, j'ai travaillé 5 ans à gauche à droite tout en cherchant du foncier. J'ai réussi à trouver 3 hectares de terre. Je suis lancé, mais la question ne se posait pas trop et je pense que toute personne qui se lance sur 3 hectares en maraîchage n'a pas le choix. En termes de plus-value du produit, il faut se mettre en bio, surtout à l'époque. Parce qu'il y avait à l'époque une grosse différence entre le bio et le conventionnel. Donc le conventionnel était plutôt lié à des producteurs qui faisaient des grandes cultures et qui livraient soit à l'industrie, soit directement en contrat avec les GMS, les grandes et moyennes supermarchés. Le type qui se lançait sur quelques hectares était en bio. Okay. Maintenant, ça a un petit peu changé. Ça permettait d'avoir une singularité qui... une singularité, comme je disais... Les primes, ouais. Et puis il y a un prix qui était différent, et surtout à l'époque, parce qu'il y avait peu d'offres en bio, beaucoup de demandes, et donc les gens étaient prêts à payer cher pour des produits qui n'étaient d'ailleurs pas toujours beaux ou frais, ou c'était beaucoup plus facile à l'époque. Maintenant, ça a évolué de manière, c'est-à-dire que les producteurs bio se sont professionnalisés, heureusement aussi. Beaucoup de gens se sont convertis en bio, alors en partie parce qu'il y avait beaucoup d'aides, en partie parce que le prix était bon, et on est arrivé à une espèce de saturation du marché. Un peu avant le Covid d'ailleurs, ce n'est pas le Covid qui a précipité quoi que ce soit, où on s'est rendu compte que finalement il y avait eu presque trop de conversions en bio, parce que l'objectif de la région wallonne et de l'Europe c'est de convertir en bio, objectif 2030, etc. Ce qui n'a pas beaucoup de sens à partir du moment où on ne travaille pas sur l'aval et on ne se demande pas qui va consommer ces produits bio. Exactement. Parce qu'inévitablement le bio n'est pas au prix du conventionnel, et actuellement il y a une grosse partie de ce qu'on produit en bio est redirigée vers le conventionnel parce qu'il n'y a pas de demande. Donc le fruit et légumes... C'est-à-dire qu'on délabellise en fait de la nourriture bio. La viande et le lait, oui, la viande, je pense la majorité de la viande produite en bio en région wallonne est déclassée vers le conventionnel parce que c'est très avantageux d'avoir des primes et de se mettre en bio en élevage bovin. On ne parle pas du cochon et de la poule, c'est différent. Et donc les gens se convertissent, touchent des primes et n'ont pas forcément d'acquéreur pour leur viande, et la viande repart dans le circuit conventionnel comme un produit qui va n'importe où. Quand même d'en arriver là. Ouais. Toi, tu produis quoi exactement? Qu'est-ce que tu... Fruits et légumes, essentiellement légumes, très peu de fruits, mais on commence à diversifier. Qui, eux, ont moins connu cette crise du bio, les fruits et légumes? Oui, quand même. En fait, ça l'a connu, donc c'est quand même plus difficile maintenant de vivre en tant que maraîcher en fruits et légumes. Parce que les marges sont moins élevées entre le conventionnel et le bio? Déjà parce qu'il y a moins de demandes, et donc quand on a des excédents de production, personne n'en veut, parce que tout le monde a les mêmes produits au même moment, les gens se sont professionnalisés, le cahier des charges est beaucoup plus important, c'est-à-dire que le panais doit arriver beaucoup plus blanc, calibré, etc. Et alors, les prix ont fort baissé. Donc moi, à titre d'exemple, sur les marchés actuellement, je vends à peu près au même prix, voire 10% moins cher qu'il y a 13 ans. Okay. 14-15 ans. Ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable vu l'inflation et tout ce qu'on peut imaginer. Donc simplement parce que le travail s'est professionnalisé et qu'on arrive et aussi parce qu'il y a eu trop d'acteurs à un moment et que le prix a baissé et que le prix d'un produit en termes de prix de gros finalement correspond presque au prix de production. Ouais. Et le producteur vit sur les aides. C'est un peu la définition du prix en bio. Les aides sont toujours aussi équivalentes qu'en 2010, ou est-ce que ces aides ont commencé à baisser maintenant au vu de l'inflation aussi? Les aides ont fort baissé de manière générale sur le contexte agricole, mais elles se sont recentrées sur la petite production, le bio et les démarches locales. D'accord. Bien, donc moi, a priori pour toi c'est plutôt bien. Moi j'ai plus droit à aucune aide. Je suis exclu des aides à l'investissement, exclu des aides aux premiers 10 hectares du maraîchage. Et donc je suis. Parce que tu as fait ton business, qu'il a fonctionné et que du coup. Parce que j'ai trop de chiffre d'affaires, trop d'hectares, je suis trop vieux et tout le Bataclan, donc j'ai plus rien. Ça va encore, je te dis, souvent, on a fait référence tout à l'heure avec Gilles notamment sur les campagnes qui sont lancées par la PAC-W, Je cuisine local, les fermes ouvertes. Et on parle très souvent dans ces campagnes, j'en suis l'ambassadeur aussi, des prix justes aux producteurs. Cette espèce de phrase comme ça qu'on utilise régulièrement, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens? Prix juste au producteur, c'est quelque chose qui est correct? Toi, en tant que producteur, tu as l'impression que cette phrase, elle peut être utilisée à juste titre?
Oui, après, je ne suis pas concerné, dans le sens où moi, j'ai toujours défini mon prix depuis 14 ans que je produis, parce que je vends tout au marché. A priori, si tu définis toi-même ton prix, tu te définis un prix Je juste au définis un producteur. prix qui est juste, quelque part, Pour toi, ouais. mais qui reste quand même difficile pour faire vivre la structure agricole. Mhm. Donc moi, j'ai 2 sociétés, pour simplifier. Donc simplement, le fait que je fasse de l'achat-revente complète un trou de 150 000 € par an, qui est un trou chronique vase de la communicant, production. Ouais. Mhm. Donc c'est quand même préoccupant. Ça veut dire que le prix qui est défini un peu comme le prix de gros en bio, et en conventionnel, c'est la même chose. Hein. Le bio n'est pas en conventionnel, c'est-à-dire que le prix tel qu'il est défini pour le prix en gros est très difficile à rentabiliser pour quelqu'un en tout cas qui se lance et qui doit investir. Parce que moi j'ai tout dû acheter, j'ai fait 1,5 million ou 2 ou maintenant 2,5 millions peut-être d'investissement. C'est sûr que quelqu'un qui se lance sur une ferme existante, qui a des baux à ferme, des locations beaucoup moins chères, qui a du matériel, qui a des hangars, etc., la situation est extrêmement différente. Évidemment, tout le monde est confronté au même prix. Donc un jeune qui se lance et qui doit investir et qui n'a rien et qui doit tout découvrir a très peu de chances de produire de manière correcte sans s'en tirer avec de la vente directe et, comme je le disais, du complément en vendant des fruits, etc. Mais ça veut dire que tu es un peu un miraculé dans l'écosystème du bio qui se lance tout seul? Parce que dans ce que tu expliques, ça a l'air d'être quand même très compliqué de pouvoir il y en a beaucoup qui arrivent sur des plus petites surfaces, mais il y en a beaucoup qui décrochent parce que le revenu qui est tiré n'est pas toujours correct. Et il y a des gens qui se suffisent de ce revenu-là, il y a des gens qui ont plus difficile. Ok. Donc, moi, du fait que je me sois lancé au même moment et que maintenant on fait beaucoup d'achats-reventes et qu'on fait quand même une production avec des économies d'échelle, 7 hectares de pommes de terre, 5 hectares de carottes, etc., on arrive à avoir une meilleure adéquation avec le prix de sortie constaté. Est-ce qu'on peut entrer dans le débat qui est un peu plus touchy, mais je pense que c'est important quand même de l'aborder un petit peu, sur ce bio en fait. Donc là, on a parlé de l'aspect très organisationnel, très administratif, mais en termes de santé. Le fait que tu produises du bio, on sait qu'il y a plein de choses qui passent aussi dans des cultures avoisinantes qui ne sont pas spécialement en bio. Est-ce qu'il y a, selon toi, 100% de, je dirais pas de fiabilité, mais en tout cas d'authenticité dans ce que tu produis? Est-ce que tu es convaincu par ce bio, ou est-ce que c'est parce que forcément toutes les aides t'ont permis de pouvoir te lancer plus facilement? Non, moi je suis convaincu par le bio et par la façon dont je le fais et par la façon dont les gens chez qui j'achète les produits le font. Par contre, on est tous en évolution, c'est un peu comme tu disais. Donc nous, autant nous-mêmes, on se définit comme étant en évolution et en paradoxe avec plein de choses qu'on aimerait bien changer. Et les différents producteurs avec qui on travaille, c'est la même chose. Chacun est à un endroit de son chemin. Et de toute façon, en tant que maraîcher ou en tant qu'agriculteur, on perturbe la nature. Ouais. On essaie de faire le moins possible et de faire en sorte de travailler au mieux. Mais Parce qu'il y a beaucoup de débats sur les engrais qui sont Ouais. utilisés, sur les produits qui sont il y a utilisés. que ça. On peut On peut en pas. parler pendant une demi-journée aussi, une journée entière. Donc moi, en fait, mon boulot est d'être confronté à des paradoxes à la longueur de journée, que ce soit socialement, que ce soit écologiquement, que ce soit dans l'utilisation de certains produits, parce qu'en bio, on utilise des produits, évidemment. On utilise des engrais qui sont très critiquables. On essaye d'en utiliser le moins possible. Mais financièrement, je n'ai pas la possibilité de m'en passer non plus. Mais le débat est infini. Hein. C'est autorisé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des engrais qui sont utilisés en bio, qui sont en fait des sous-produits de l'abattage d'animaux et des sous-produits de fumier, de fientes et de lisier, qui sont en fait des industriels, qui sont nourris avec du soja d'Argentine. Et on boucle le tour en se disant on est content parce qu'on n'utilise pas l'azote qui est produit avec du gaz naturel qui vient de Russie. Mais en fait, on utilise quoi? Des coproduits de l'élevage industriel qui sont qui viennent du soja d'Argentine ou de n'importe où ailleurs. Ouais, il y a une petite des question paradoxes liée, complets. il y a une petite question liée au PFAS aussi dans l'eau courante qu'on abordera dans le courant de cette conférence. On a un chouette outil qui s'appelle le WooClap. Vous allez voir un QR code qui va s'afficher sur l'écran ici. Et donc, vous allez pouvoir le scanner avec votre téléphone et vous allez pouvoir répondre à cette question. On va pouvoir faire un petit sondage, en fait, pour voir si vous faites attention, vous, à l'origine des légumes et des fruits que vous achetez. Alors, j'imagine que si vous êtes ici, a priori, c'est plutôt le cas. Mais c'est important de répondre de manière sincère parce que ça nous permet aussi d'avoir un bon balisage de la consommation qui est faite, notamment pour les personnes qui viennent nous voir ici. Donc, vous scannez ça avec votre appareil photo et puis, a priori, vous tombez très facilement sur la possibilité de répondre. Donc, dans quelques instants, on verra s'afficher les résultats. Ludovic, je reviens vers toi maintenant. J'imagine que ta préoccupation, elle est un petit peu la même que celle que Maya nous a abordée tout à l'heure, c'est-à-dire de l'alimentation saine, pas spécialement faire attention aux différents outils qui sont utilisés, comme le Nutri-Score et comme la pyramide alimentaire, mais avec une dimension, je dirais, supplémentaire, c'est celle du goût. Est-ce que dans le bio, dans le local, dans le circuit court, on n'a pas parfois un peu des frustrations sur le goût? On a parlé du prix, qui est parfois un peu plus cher, de moins en moins cher que du traditionnel, en tout cas sur certains produits. Est-ce que cette frustration sur le goût, ou à contrario, est-ce que le goût est bien meilleur quand il est bio? Je vais utiliser les mêmes principes. C'est vrai que c'est toutes des nuances et des particularités.
sans citer de nom et de marque. Un exemple très flagrant. On fait de temps en temps des animations cocktails et autres, et la grosse mode pour l'instant, c'est les spritz. Alors, on a des spritz produits en Belgique exceptionnels. C'est quoi exactement? En fait, le spritz, c'est quoi? C'est du... C'est un amer. La technique d'un spritz, c'est un alcool amer qu'on complète avec un cava, un pétillant, une bulle, et normalement un peu d'eau pétillante. Donc amer avec genre des agrumes, quoi. Éventuellement des agrumes, mais c'est vraiment plutôt une méthodologie d'alcool qui va développer des arômes amers. Et donc, du coup, c'est plutôt ça. Et la contradiction de ce que les personnes vivent, c'est « Ah, c'est pas un spritz, c'est moins bon, c'est pas bon. » Je dis « Mais comment ça ?» Et en fait, à l'heure actuelle, le monde de l'industrialisation alimentaire a fait en sorte que le goût commun et mainstream soit changé. Le goût commun est devenu finalement cette industrialisation de la nourriture. Et donc, en fait, c'est un petit peu triste parce qu'on déshumanise l'alimentation, on la rend standardisée. Et comme je dis en rigolant, à la fin, on arrive à manger de la plasticine, du petit plastique. On a lobotomisé les palais, quoi, en gros. Oui. Et donc, on arrive avec des produits faits par des producteurs qui font ça très bien, qui produisent ça localement, de manière biologique, avec une authenticité, avec la nature, le vivant qui met derrière. Mais le vivant fait que les goûts vont évoluer et vont apporter des particularités d'un producteur à l'autre. Le geste va être différent, le savoir-faire. Et c'est ce qui fait la richesse de goût. Et en fait, c'est génial pour un gastronome comme moi, pour quelqu'un qui fait ce métier de la gastronomie, parce que je peux avoir 3 producteurs de fromage de chèvre que je vais utiliser différemment en fonction de l'année, en fonction du moment, en fonction des saisons aussi. Parce la production qui a été réalisée. Voilà. Et donc, quand vous allez au magasin, vous poussez votre caddie, vous avez toujours la même petite briquette de chèvre du 1er janvier au 31 décembre. Mais en fait, il y a des moments où on peut consommer ces produits-là. Pareil pour les légumes, pareil pour les herbes aromatiques. Et on va utiliser des fois la feuille, puis après la fleur, et puis éventuellement les graines. Et en fait, on obtient du coup une cuisine pour nous, notre part, qui évolue saison après saison, jour après jour, et avec des tendances de goût complètement différentes. Et donc, cette cuisine un peu vivante, cette cuisine un peu particulière, en fait, elle a été oubliée parce qu'on la connaît depuis la nuit des temps, si on veut. Et elle a été oubliée. Et maintenant, nous, on ressort des vieux trucs. Et les gens nous regardent en disant « Waouh, vous êtes créatifs, vous êtes des génies et tout ça. » Je dis « En fait, pas vraiment. » C'est des trucs… de grand-mère. Oui. Des recettes de grand-mère. Oui. Et alors, on s'amuse beaucoup depuis quelques semaines. Pour le goût, par exemple, fatalement, quand un maraîcher, comme toi, tu vas avoir des légumes d'un coup, ils vont toquer à notre porte en disant c'est gentil, mais j'ai 150 kilos de légumes, je ne sais pas quoi faire avec, etc. Et moi, je leur dis écoute, je ne sais pas faire, je n'ai pas assez de mangeurs, j'ai pas assez de. Écoute, on va les conserver, on va les faire fermenter, on va les sécher, on va les conserver, et on va créer avec ce même fenouil un produit qu'on pourra consommer en hiver, qui va être conservé de manière particulière, qui va apporter aussi, au point de vue nutritionnel, des fois, des avantages, notamment la fermentation apporte beaucoup, et elle apporte des goûts et des goûts assez forts. Et des subtilités de goût qui sont possibles uniquement quand on a des produits de haute qualité. Ouais. Si vous avez des produits qui sont produits de manière un peu plus industrielle, avec des produits chimiques et autres, la fermentation ne démarre pas parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a de la chimie qui vient interférer dans les bactéries naturellement présentes dans l'air, et ainsi de suite. Et donc, vous avez un produit qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est qu'il y a un problème dans la matrice. Et donc, fatalement, en faisant attention à son alimentation, on peut vraiment construire ça. Et pour terminer à ça, c'est que cette cuisine, finalement, du produit fermenté, c'est un deuxième exemple, vient se substituer et remplacer ce qu'on appelle de la cuisine un peu asiatique, le goût umami, que beaucoup de grands chefs ont parlé il y a 5-10 ans de ça. Ouais. Ce côté un peu sauce soja, particulièrement plaisant, ce côté très bon, c'est exceptionnellement bon. Mais en fait, on l'avait en Europe. On l'a juste oublié pendant 150 ans. Et il y a quelques mecs qui l'ont redécouvert un peu dans l'Europe du Nord et ainsi de suite. Avec un mot qui sonne bien en termes marketing. Voilà. Et donc ces produits-là, en fait, voilà. Mais c'est possible que si on reprend la main sur son alimentation et qu'on fait des produits de qualité. Et fatalement, c'est le plaisir de manger, d'avoir cette nuance de vie, quoi. Ouais. Et donc c'est ça que je trouve qui est important. Et donc le goût, pour terminer sur ta question, le goût est exceptionnellement waouh, avec cette nuance et cette variété de nuances qui est exceptionnelle à partir du moment où on accepte. C'est ça, ça nécessite quand même une sorte de déprogrammation du cerveau qui a été programmé sur l'industriel pour pouvoir redécouvrir et reprendre le goût. Maïa, je te fais réagir par rapport à ça. Peut-être découvrir justement le sondage, là, on va voir. Voilà, donc 70% de oui et 27% de temps en temps. Donc on est largement dans un public effectivement qui fait gaffe à tout ça. Le goût, justement, Maïa, c'est quelque chose qui est souvent abordé dans la patientèle ou en tout cas dans les gens qui viennent suivre des formations. Est-ce que ça a une part très importante dans le choix de l'alimentation?
Oui, j'avais fort envie de rebondir parce que tu as parlé J'ai du vu, c'est pour goût ça que je te donne la parole. oui, des légumes lactofermentés, du goût du fromage Ouais. de chèvre. Et en fait, on a vraiment quelque chose de similaire. Toi, ce que tu vas sentir sur ton palais, en fait, on le sent sur la santé. Et donc, ces aliments qui ont ces goûts, comme tu dis, un peu waouh, en fait, on ne sait pas encore exactement définir quelle est la molécule précise qui va donner ce goût. Enfin, certaines, on les définit, pas toutes. Et en fait, même si on a défini une certaine partie des molécules, il y a tout le reste. Et tu as parlé de matrice, il y a toute la matrice qui est là, qui apporte du goût, mais qui va aussi, ou qui apporte de la texture, etc., mais qui va aussi avoir en fait cet effet extraordinaire sur la santé. Mhm. Et donc, en fait, ce qu'on va perdre au niveau du goût avec ces aliments standardisés, ultra transformés, ce qu'on perd au niveau des goûts, on le perd aussi au niveau de ce que va apporter l'aliment à l'organisme, quoi. Mais en fait, c'est un principe de mémoire, c'est-à-dire que si on oublie de manger, enfin, si on ne mange plus des choses très bio, très locales qui viennent de la terre directement, notre cerveau en fait n'emmagasine plus le vrai goût et on reste sur une standardisation du goût industriel. Physiologiquement, c'est ça qui se passe. Non, physiologiquement, c'est que l'aliment qui a du goût, c'est un aliment qui a des nutriments. Ok. Et il y a des nutriments qu'on connaît, les vitamines, etc. Ouais. Et puis il y a des nutriments qu'on ne connaît pas ou qu'on découvre petit à petit, qu'on peut appeler la matrice. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et quand on a une matrice qui est riche, qui est vivante, ça apporte du goût, mais ça apporte aussi des choses extraordinaires pour la santé. Et c'est vrai Et on que peut reprogrammer notre cerveau à oui, et reprendre ça va très goût vite. en fait. Ça va Ok. très vite. Ça Ok. va très vite. C'est dramatique de voir que des personnes ont eu une éducation au goût qui a été faite par des aliments industriels qui n'ont plus rien et qui malheureusement vont perdre ces saveurs extraordinaires et ce goût pour les saveurs extraordinaires. Mais en fait, ça revient très vite. On s'habitue très très vite. C'est une histoire de quelques semaines ou quelques mois en fait. Et pour revenir Oui. à ce goût. Mm. Ludovic, revenons chez toi. Sur ton site internet, très clairement, c'est très présent. Le fait que tu travailles dans du local, du circuit court, qu'on est vraiment sur l'authenticité des aliments, des ingrédients. On voit vraiment qu'il y a une vraie volonté de transmettre ces valeurs-là. Est-ce que, en toute transparence, c'est aussi un objet marketing intéressant dans la séduction de clients qui sont déjà convaincus, comme ceux qui sont ici, on le voit par le sondage, ou peut-être d'aller chercher des gens qui, justement, passent leur temps à manger des trucs industriels parce que, sans leur jeter la pierre, ils n'ont pas le temps, il y a des enfants, il y a les corps, il faut gérer plein de trucs. Ça fait partie du job aussi, c'est de travailler sur le marketing. Mais en fait, il n'y a rien à faire. On reste une entreprise qui évolue dans un monde. Et ce monde, il change tout le temps et de plus en plus vite. Actuellement, on le voit. Et la seule chose qui ne change pas chez nous, c'est ce qu'on dit. On le dit toujours. On l'a toujours dit depuis 15 ans, on dit toujours la même chose. Sauf qu'il y a 15 ans, c'était un peu vu comme un ovni qui sortait du bois. Disant, tiens, le mec, il fait des légumes. La phrase, une des premières phrases sur le site internet, c'est vous étonnez avec un chou-fleur, quoi. Le même chou-fleur qu'ils pouvaient acheter chez toi il y a 15 ans et qui pouvait dire, mais voilà, alors que d'autres chefs dans la gastronomie étaient complètement à l'opposé de cette dynamique-là. Alors, le monde revient un petit peu à ça dans la gastronomie et dans la cuisine. Mais par contre, on le dit toujours et on le dit toujours très fort et ça restera toujours notre message principal. Mais en effet, il faut arriver à l'utiliser pour son marketing parce qu'on est notre entreprise, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on fasse vivre des gens. Et donc, c'est plutôt des messages, mais nous, on essaie de les transmettre de manière assez vraie, assez juste. Et donc, on est assez... c'est très présent, mais on est assez léger sur l'accélérateur dans le message qu'on passe. Mais malheureusement, des fois, on se fait un peu dépasser parce qu'il y a des fois d'autres personnes qui vont avoir l'envie, justement, pour des aspects marketing et uniquement marketing, vont appuyer sur l'accélérateur des mots ou des grandes phrases ou des grands principes. Et là, du coup, nous, on perd toute notre nuance et toute notre différenciation. Le même principe pour les légumes bio, c'est que là où on était un peu différent, on avait une vraie différenciation. Les gens disaient, putain, on va manger chez le bobo, là, machin, c'est sympa. C'est bien ou c'est pas bien, mais au moins, ils venaient. Maintenant, on est arrivé dans un truc consensuel où on fait du local comme presque tout le monde. Et ça, c'est des fois des petites nuances complexes parce qu'il faut continuer à promouvoir cette alimentation-là. Et donc, c'est très cool que ça devienne normal et que tout le monde en parle. Et en même temps, il faut être certain que la qualité soit derrière. Ouais. Et donc, c'est des fois très difficile. Donc, en effet, il ne faut pas jeter la pierre au consommateur qui, lui, est un peu des fois démuni, n'a pas forcément le temps de comprendre, de décoder, etc. Et ça, c'est un reliquat du monde actuel où les informations vont tellement vite, où on est tellement bombardé dans tous les sens, etc., qu'on a des fois du mal à voir les choses. Alors, les grands labels comme le label bio, comme des labels, j'entends des tables de terroir, d'autres labels, des choses qui essaient de créer de la clarté, même si des fois ça peut paraître plus complexe, c'est déjà des premières aides à créer de la transparence, à essayer d'aider. Et puis voilà, mais il faut s'adapter au monde. Et donc, en effet,
le marketing est devenu, dans mon métier, quelque chose d'important. Ta clientèle, elle a évolué comment? Tu as plus de jeunes maintenant qui sont plus concernés par la nourriture? Est-ce que tu as plus de gens qui viennent découvrir ou est-ce que globalement ça reste quand même des personnes habituées et qui savent que chez toi elles vont manger, comme on l'expliquait tout à l'heure, des recettes de grand-mère par exemple? Le sondage ici, on a fait, est pour moi un peu faussé. Ah oui, bien sûr. Mais c'est parce que- qu'on est avec des gens qui sont dans Voilà. la thématique et donc Voilà. on Et est bien donc, d'accord là-dessus. Si j'ai appris quelque chose sur les années qui sont passées, c'est que on a la chance quand on mange bien, quand on fait attention à tout ça, d'être entouré que par des gens qui mangent bien ou beaucoup, en tout cas qui sont sensibles à ça. Donc on a l'impression que c'est devenu la norme et en fait c'est assez triste à dire, mais ça reste encore de l'exception. Bien sûr. Et donc la plupart des personnes qui viennent nous voir viennent pour l'expérientiel et ça c'est un changement de mœurs aussi. Et notamment les jeunes générations font fort attention à l'expérience qu'ils vont vivre, mais également et surtout aussi aux valeurs qu'ils veulent défendre en consommant quelque chose. Ils veulent toujours consommer, vivre, faire des choses, partir en vacances, faire des trucs, mais ils vont être beaucoup plus regardants à ça. Et c'est finalement très positif. Moi, je suis très optimiste sur les prochaines années parce que je sens que cette nouvelle génération, ces personnes qui sont un peu plus aguerries, justement, qui sont nées avec tous ces débats-là qui étaient sur la table, mais vraiment, ils font attention et ils font des actes militants tous les jours avec leur portefeuille quand ils dépensent de l'argent. Et donc, c'est en faisant ça que les entreprises peuvent vivre et que les projets peuvent vivre et que les agriculteurs peuvent faire mieux et qu'on arrive à démarrer finalement cette boule de neige, tout simplement. Et les relais sur les réseaux sociaux aussi qui permettent de se faire connaître et de montrer qu'effectivement il existe aussi des possibilités de pouvoir se nourrir sainement, ça c'est hyper Tout à fait. important. Ouais. Les grands stéréotypes qui sont véhiculés autour du bio, autour du durable aussi, ça Maya, c'est quelque chose auprès des personnes qui viennent te voir qui sont parfois un peu biaisés. Est-ce qu'on a l'impression parfois que le bio est très catégorisé ou est-ce que tu as l'impression que les gens connaissent bien de quoi ils parlent? Dans mon public à moi, les gens sont informés. Après, dans le grand public, en effet, c'est très très biaisé. Il y a des gens qui vont prendre du bio industriel en pensant manger des aliments qui sont plus qualitatifs. Ça, c'est clair. Oui. Ouais. Je vais justement relancer une deuxième question là, qui va s'afficher maintenant. Et là, on va vous demander si vous croyez aux vertus santé du bio, parce qu'on a parlé effectivement de toute cette dynamique, de toute cette dynamique entrepreneuriale aussi du bio. Est-ce que dans ta conception des choses, Gwenaëlle, tu as aussi cette dimension de santé qui fait partie de ta volonté d'entreprendre. Et je dirais que ça, c'est plus lié à tes valeurs en tant que telles, mais de te dire que c'est important de pouvoir donner aux gens la possibilité de faire attention à leur santé quand ils mangent. Oui, je dirais que ce n'est pas le premier critère pour moi. C'est un critère très important. Le premier critère, c'est que l'agriculteur puisse vivre correctement. Ouais. Là, on parle vraiment de l'entrepreneuriat en tant que tel. Hein. C'est vraiment le fait de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir continuer à vivre. Oui, c'est ça. Et que les gens qui produisent soient bien payés, pas seulement le chef d'entreprise. Mais après, oui, bien sûr, je pense que le côté santé vient juste après. Mais alors, il faut bien choisir la provenance du bio. C'est vrai que je pense. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que parce qu'on peut faire un peu n'importe quoi en bio et de plus en plus. C'est-à-dire que le label, évidemment, depuis 15 ans, a évolué en se restreignant. Il a toujours été un peu restrictif. Ça veut dire qu'on est interdit de faire certaines choses, mais il n'a jamais été obligatoire de faire quelque chose. Et c'est le problème, c'est le gros problème du label bio. Mais quelque part, c'est normal, puisque à partir du moment où on se donne un objectif, sans qu'il y ait de demande du public d'arriver à 30% de couverture de surface en bio, on est obligé d'avoir des stimulants pour que les agriculteurs puissent relativement facilement passer au bio. Ça ne peut pas être trop restrictif. C'est très restrictif. Mais oui, quelque part. Ça permet des autorisations, d'autorisation. Ça permet le fait qu'on sache produire du bio à bas prix, du bio industriel. Alors qu'est-ce qu'on définit par le bio industriel, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que dans certains contextes de l'élevage ou de la production, on peut relativement facilement passer de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, il suffit d'arrêter certains produits qui sont autorisés en conventionnel et de les remplacer par certains produits autorisés en bio. Donc finalement, ça représente un surcoût qui est important dans certains cas, moins dans d'autres. Mais on peut facilement, en tant que chef d'entreprise et responsable d'une exploitation agricole, se dire, voilà, mon business devient le bio, j'ai 300 hectares, du jour au lendemain, je passe au bio, j'ai quelques petits pépins, quelques petites difficultés, mais au bout de 5-6 ans, ça se met bien en route et le tout est produit dans les respects du cahier des charges bio, en fait. Mais ça veut dire qu'en fait,
c'est toi qui établis tes propres limites dans ce que tu veux utiliser ou pas. Et que Oui. du coup, est-ce que ça aurait du sens d'aller plus loin dans la labellisation pour être dans des éléments qui sont peut-être encore un peu plus restrictifs, mais qui te permettent de te donner encore un peu plus de crédit Alors dans ce que tu fais? ça peut avoir du sens. Nous, on n'en a pas spécifiquement besoin parce qu'on fait des portes ouvertes, on fait des visites, les gens viennent voir, nous font confiance. Et c'est facile de communiquer là-dessus? Quand même, ouais. À partir du moment où on est à quasiment 100% en vente directe, on peut facilement le communiquer, puisque ceux qui vendent sur le marché ont quasiment tous fait des jours d'expérience de terrain. Ouais. Il y en a beaucoup qui travaillent sur les deux facettes. Donc j'ai envie de dire que le problème, il se situe plutôt au moment où on va vendre à un supermarché. Mhm. Le supermarché va revendre, là, toute l'information est perdue. Donc on n'a plus que le label, qui est bio, non bio. Et là, on peut vendre n'importe quoi, c'est pas un problème. Typiquement, le coût classique en Espagne, parce que bon, nous, on achète aussi des produits en Espagne le moins possible, beaucoup moins que les magasins bio, parce qu'on a un approvisionnement en France. Le contrôle est beaucoup plus sévère en France qu'en Espagne. Mais le coût classique en Espagne, c'est on fait 5 ans en bio, 5 ans en conventionnel. 5 ans, parce qu'en fait, on est sur des contrats de 5 ans sur le bio. D'accord. Et pour avoir plus facile dans la gestion des adventices, donc des mauvaises herbes, pour la gestion des maladies, etc., on fait Pendant 5 ans, on fait table rase. 5 ans pour le bio, puis 5 ans, on met plein d'engrais autorisés en conventionnel, on désherbe à fond, on fait un dernier désherbage très Juste mordant avant en de se lancer dans le conventionnel, bio. on repasse en bio. Donc ça, beaucoup de producteurs bio le font en Espagne, d'où énorme problème de confiance quand on achète un produit en bio. Et puis il y a le problème de la main-d'œuvre qui est pas correctement. Oui, là on est plus dans la durabilité. Voilà. Vos sociétés. Et aussi le fait qu'on peut mettre des produits tout à fait substituables qui sont plus chers et pratiqués en bio de manière tout à fait industrielle et non respectueuse du terroir. Ouais. Ludovic, j'imagine que tu côtoies toi énormément de gens qui font le même job que toi. Est-ce que ta dynamique entrepreneuriale, ton modèle économique est différent parce que tu es à fond dans cet engagement? Est-ce que tu as des choses que tu dois mettre en place qui sont différentes d'un gars qui a un resto, je dirais, plus classique, qui ne s'engage pas autant dans le circuit court, dans le durable et dans l'éco-responsabilité? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on a dû vraiment battre, entre guillemets, combattre au tout début du projet. On a créé notre propre système de logistique, d'approvisionnement, de réception de marchandises, facile pour les producteurs par rapport à leurs contraintes, etc. Et donc, fatalement, par rapport à un autre restaurateur ou un autre projet, ils vont... Où les camions arrivent chez lui. Voilà, il va téléphoner, il va avoir un grossiste qui va lui ramener les produits, il va avoir un panel de produits peut-être de 1500, 2000 références. Il va envoyer un email avant minuit et le lendemain matin, à 8h du matin, c'est livré, c'est frais, c'est quali. Et c'est un super service pour les restaurateurs et c'est très bien. Mais dans l'alimentation de qualité, dans les produits plus sourcés, plus fins, plus justes, il n'y a pas ce modèle qui existe. Enfin, il n'y a pas de service à l'heure actuelle qui existe. Et donc, nous, on a créé notre propre modèle à nous, qui en fait constitue un panel dans plus ou moins 70 producteurs avec qui on travaille plus ou moins fort en fonction des moments, des menus, etc. Avec des fidélités, comme j'ai expliqué, des producteurs qui sont là depuis le début avec nous, qui commencent vraiment à travailler quasi une partie de leur production spécifiquement pour nous. Et on a notre propre entrepôt, on a des chambres froides de stockage, des chambres froides de fermentation. On a un jeune homme qui fait que ça, les achats, la logistique, le stockage, le redispatching entre les différents lieux de restauration. Donc c'est quand même très lourd à porter et c'est d'ailleurs en partie pour ça ce qui explique le souhait et le but de faire de la croissance et des volumes dans plusieurs lieux pour amortir entre guillemets l'effort qu'on met dans cette logistique spécifique parce que je ne veux pas la faire payer dans l'addition du consommateur. Donc on n'est pas plus cher qu'un autre restaurateur parce qu'on fait Parce que tu as développé ton propre modèle. Parce qu'on veut faire ça. Oui. Moi, je considère qu'une innovation ne pourra réussir qu'à partir du moment où elle est adhérée par un nombre certain de personnes et le tarif et le positionnement dans un marché et la justesse de tout ça fait partie grandement de ça. C'est pas toujours facile à trouver parce que finalement, quand on fait quelque chose de plus qualitatif, etc., il y a quand même toujours une valeur. Le produit est quand même plus cher. Mais moi, je dis toujours à mes collègues, je m'en fiche qu'il soit plus cher, mais je veux qu'on soit le meilleur rapport qualité-prix du truc, quoi. Ouais. Et donc, si on vend un produit dans n'importe quel... Parce qu'on fait des plats préparés qui sont présents en GMS, on fait de la restauration rapide, tout doucement, on commence à s'y mettre. On fait de la restauration brasserie et gastronomique. On est dans ce juste prix, quoi, dans ce rapport qualité-prix qui est équilibré pour le consommateur. Et l'important, c'est finalement, à mon sens, commercialement, l'important, c'est que le consommateur ne se dise pas j'ai été volé ou j'ai été déçu ou ça me paraît trop cher. Alors, je suis d'accord avec toi sur le principe que
on peut se permettre de le faire parce qu'on est en contact direct avec le consommateur. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Tu dois l'expliquer aux gens, tu dois souvent te justifier sur le fait qu'un plat va coûter un peu plus cher qu'un autre, que ce soit dans la distribution parce que tu le fais maintenant, ou même à table au resto. C'est en effet ça, c'est la nuance. On est confronté à cette vraie problématique. À partir du moment où il y a un intermédiaire entre nous, je ne pensais pas que l'information allait se dissiper aussi rapidement. Et en fait, l'information n'arrive pas aux clients du magasin, par exemple, dans un magasin classique. Par contre, maintenant, la maison a quand même 14 ans. Et j'ai la chance que finalement, mon papa, ma maman travaillent avant, mon grand-père aussi. Donc le nom de Bossimé, je l'utilise quelques années et puis je le passerai à la suite. Mais il y a quand même tout un aura qui était là avant moi et qui sera là après. Donc c'est plus facile pour défendre ses valeurs. Mais fatalement, c'est hyper important de communiquer sur ça. Et commercialement parlant, c'est seulement comme ça que les gens comprennent. Et on voit que quand on est moins bon en termes de communication ou autre, directement, les clients vont pouvoir faire un jugement sur notre rapport qualité-prix très défavorable en disant c'est trop cher. Non, il faut l'expliquer, il faut systématiquement prendre le temps d'expliquer. Et c'est souvent dans notre métier, par exemple, si les personnes ne savent pas où ils arrivent, ils vont dire on a payé ce prix-là pour manger des petits pois. Je dis, vous savez ce que c'est, faire des petits pois. Il faut les ramasser, les écosser, la fraîcheur, la qualité. Pareil pour une carotte, pareil pour des produits d'exception, des produits fermentés. Je dis, ça a une vraie valeur. La valeur, ce n'est pas uniquement le marketing qui vous dit que le caviar est mieux que manger des petits pois. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'est-ce qu'est la valeur des choses, quel est le luxe de la chose. C'est finalement le temps qu'on y met, la passion, le travail et le soin d'un artisan derrière un produit. Et un petit pois peut être tout aussi luxueux et qualitatif qu'un morceau de foie gras, qu'un caviar et autres. Et donc, fatalement, pour quelqu'un qui est néophyte et qui ne comprend pas ça, il peut des fois être frustré de... Oui, bien sûr. Voilà. Il faut rééquilibrer un peu. 3 petites choses. On va juste voir ce que ça donne au niveau du sondage WooClap qu'on a fait. Mais ça, je pense que... Voilà, donc Vertu Santé du Bio, tout à fait. Ah, pas du tout, on est quand même sur 32%. Et je suis neutre 24%. Donc on est sur une note un peu moyenne là. Maya, tu voulais intervenir par rapport à ce que Ludovic disait et peut-être aussi justement par rapport à ce sondage aussi. Oui, mais par rapport à ce que vous disiez, mais par exemple dans les images avec le Nutri-Score, on a vu qu'il y avait des céréales petit déjeuner au chocolat bio d'une grande marque, d'une grande multinationale. Là, c'est évident qu'un consommateur qui pense qu'il va être en meilleure santé en mangeant ça, ben c'est pas, ça reste de l'aliment ultra transformé, ça reste de l'aliment industriel. Maintenant, une chose est indéniable, c'est que en une dizaine de jours, si on analyse les urines des personnes qui mangent bio, il n'y a plus de traces de pesticides dedans. 10 jours. En 10 jours, c'est réglé. En 10 jours. Et donc, on sait parmi ces pesticides qu'il y en a qui sont responsables de cancers, de maladies neurodégénératives, de maladies chroniques. Ça, c'est vachement etc. plus long à étudier, évidemment. Oui, voilà. Donc là, les chiffres sont là et l'impact de tous ces produits sur la santé sont là. Un deuxième avantage du bio, c'est que la majorité des additifs chimiques sont interdits. Il y en a certains qui sont autorisés, mais ceux qui sont autorisés, en général, ont un impact sur, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est l'acide citrique. L'acide citrique n'a pas d'impact négatif sur la santé, quoi. Ouais. Et donc là, ça a aussi un impact quand même positif très très fort du fait de manger bio, quoi. Okay. Mais ceci dit, le fait de manger bio ne nous dispense pas d'éviter de manger d'ultra transformé. Et on sera toujours en meilleure santé en mangeant du peu transformé, donc du local, de l'artisanal, des plats faits avec des vrais aliments. Qui n'est pas spécialement même bio. Ça pas nécessairement bio, que d'avoir du bio ultra transformé, industriel. Le fameux bio industriel, on fera peut-être justement cette distinction entre les deux. Mais juste, je voudrais revenir sur cet aspect entrepreneurial, Ludovic. Quand tu t'engages dans une dynamique comme celle-là, est-ce que, comme Gwenaëlle, tu peux bénéficier d'aide parce que tu vas faire la part belle à des produits locaux, à des produits du terroir? Est-ce qu'au niveau des autorités, il y a des gens qui te soutiennent financièrement par rapport à ça? Alors, dans notre secteur d'activité, non. On n'a aucune aide. Ce qui n'est pas très logique, en fait, en soi. Oui et non. Oui et non, parce qu'on est un... Enfin, moi, je considère que l'essentiel du secteur d'activité qu'on génère, qu'on crée, c'est de la restauration. C'est l'essentiel de notre activité commerciale. In fine, on jaillit positivement sur le reste de la filière. Et je pense que les aides en termes d'alimentation durable doivent être sur les premiers pas de la filière plutôt que sur les derniers. Je m'explique.
une des choses qui fait la valeur de notre travail, c'est la créativité et le savoir-faire. Et quand on prend une carotte à 25 cents coût matière ou à 35 cents, in fine, on la multiplie un petit peu moins, mais on va quand même la vendre 15 € le plat. Que si on serait aidé pour l'acheter entre 25, ça n'aura pas un réel impact. Donc autant garder ces aides et les donner aux gens qui produisent, parce que c'est vraiment là qu'il y a un impact. Et ce qui est important... Là, on parle effectivement d'une aide plus à la production. Moi, je parlais peut-être d'une aide qui vient d'un aspect différent, c'est-à-dire peut-être d'un service public plutôt lié à la santé, et qui permettent de vous considérer, vous, comme des influenceurs de la santé de demain pour les consommateurs. C'est plus là que j'allais chercher mon aide. Ce serait une bonne idée de pousser l'oreille. Si je me lance en politique un jour, je ferai ce programme-là. Allons-y. Non, mais c'est vrai que on n'est pas aidé là-dessus, mais c'est vrai que nous la plus-value qu'on peut faire avec la vente et la valorisation dans un restaurant, dans un lieu de bouche, c'est que nous, on a en fait cassé les codes du magasin à la ferme, si on veut. À la place de mettre le produit dans un petit sac en papier et de le vendre avec quelques centimes de différence, ça m'a toujours choqué de voir les gens qui étaient au courant d'un prix du kilo de carottes et dire mais 25 centimes pour le cher, quoi, je vais aller ailleurs le chercher. Waouh, sur un kilo de carottes, tu vas acheter 500 grammes, ça va te faire vraiment la semaine différente, quoi. Mais par contre, les quelques centimes là vont faire la vraie différence pour l'agriculteur qui va produire et notamment. Enfin, ça revient à des chiffres que j'ai récemment découverts. Alors, je ne les ai pas encore totalement validés, mais ce qui paraît 13% de notre budget est consacré à l'alimentation actuellement. Et dans ces 13%, il n'y aurait que 2%. Donc, il y a 11% qui sont dédiés à toute la logistique autour de la nourriture. Et il y a 2% pour le cultivateur. Et donc, je dis, putain, en fait, si on rajoute un petit peu là, on solutionne le problème global. Et donc, nous, on est heureux de pouvoir passer ce message-là au quotidien. Et on n'a pas le besoin, c'est vraiment des valeurs personnelles. Alors c'est sûr que par rapport à mes confrères, ils vont avancer sur d'autres sujets, sur des choses plus exubérantes, sur les abords de leur lieu, sur le costume de leurs travailleurs, les choses qui sont les nappes sur les tables, etc. Des choses qui peuvent être jugées bien, mais pour nous, entre guillemets, on trouve que c'est mieux d'abord de se concentrer sur l'assiette et le produit. Et puis après le reste, on le construit autour, mais on fait les choses à l'envers. Alors, on pense que ça nous prendra plus de temps, mais on travaille sur le temps long. Et en fait, on travaille, si on veut, comme des agriculteurs qui ont fait une carrière pour se remettre en question au quotidien et faire évoluer leur projet. Et le domaine de l'agriculture et de la durabilité, de l'alimentation durable, est très lié avec l'agriculture et avec le monde de la terre. Et le monde de la terre, c'est une fois par an qu'on a le droit de jouer, on a le droit de changer quelques petites choses. Mais Dieu sait que si on le croise avec le monde économique, on a le droit de choisir sa voie qu'une fois dans sa carrière. Quand tu dis, moi j'ai commencé, j'ai fait ce choix-là, j'ai investi, j'ai fait mon truc, tu peux difficilement changer, de dire demain, je vais complètement faire autre chose. Parce que tu as besoin de ta carrière pour amortir tes investissements. Et c'est là, des fois aussi, il faut être un peu plus souple avec les initiatives pour comprendre ce temps long. Et comprendre que dans un temps long, il y a des moments plus tristes, comme avec le bio pour l'instant, un peu moins valorisé. Et espérer que ça remonte très vite. Ça, c'est vraiment une philosophie qu'on m'a apportée de mes parents. Et c'est souvent en dents de scie, en fait. On a souvent des périodes un peu plus down, et puis ça remonte, et puis finalement, l'histoire fait que ça repart. On va tout doucement devoir conclure, parce que sinon, je vais me faire un peu rosser, parce qu'on avait dit entre 1h et 1h15, et là, on a bientôt à 1h15. Peut-être qu'on peut conclure sur les grands défis, que ce soit les défis en termes de santé avec toi, Maya, mais des défis aussi entrepreneuriaux pour Ludovic et pour Gwenaël, mais aussi de manière générale, comment est-ce qu'on peut, dans les 5-10 prochaines années, se dire, OK, on a réussi à être encore un peu plus performant dans la manière de convaincre le consommateur de manger plus sainement et de manger des produits qui viennent de chez nous. C'est quoi les grands défis pour toi, Gwenaël? Personnel, je dirais, en termes entrepreneurial, mais aussi de manière plus globale. Personnellement, enfin, moi j'aime bien le chemin que je poursuis et on continue à évoluer sans vouloir changer le monde. Et j'espère que ce genre d'initiative, parce qu'on est relativement peu à aller aussi loin dans la vente directe, et je pense qu'il y a encore beaucoup de marge, dans le sens où disons que notre clientèle n'est pas forcément focalisée sur le bio, ni sur... donc elle est là parce que c'est frais, parce que c'est en direct, parce que on a du volume et on arrive à des prix qui sont quand même corrects. Je pense qu'il y a beaucoup
Maintenant, pour la société, je pense que c'est plutôt ce paradoxe entre le fait de vouloir absolument augmenter les surfaces en bio. Déjà, comme on en a parlé, quel bio, mais ça c'est un autre débat. Et puis le fait de dire qu'il y a très peu de budget qui est mis sur la sensibilisation dans les écoles. Ça manque, ça, les campagnes de sensibilisation dans les écoles. Ouais, et pas seulement des spots à la radio, quoi, parce que pour l'instant, ça se limite à des spots à la radio et quelques événements, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, essentiellement dans l'éducatif, dans les universités, dans les écoles secondaires, primaires, des visites de ferme. Enfin, je pense que... Alors, certaines écoles le font beaucoup, d'autres pas. Moi, j'étais choqué sur la commune de Grédoisseau, il y a des écoles qui me disaient on n'a pas le budget pour venir voir la ferme. Simplement, mais alors quand on parle d'un budget pour aller voir une ferme, c'est louer un bus, demander aux parents de conduire les enfants, louer un bus et participer éventuellement aux frais. Bien sûr. Donc je trouve que c'est... Parce que finalement, c'est ce qu'on disait tantôt, quoi. Tu parlais des nouvelles générations, etc. On est là-dessus. On est sur le fait de se dire, actuellement, on a, comme on le voyait sur le questionnaire ici, on est sur une grosse crise de confiance par rapport au bio, où les gens se focalisent plutôt sur le local, ce qui est très bien, parce que le bio peut être critiquable. Mais finalement, il faut que la nouvelle génération se rende compte, vienne sur place, regarde, et que des gens aient envie de se lancer aussi comme agriculteurs. Parce qu'il y a très peu de gens qui veulent se lancer comme agriculteurs. On pense qu'il y en a beaucoup. En fait, il y a surtout des gens qui veulent arrêter. Surtout des agriculteurs qui veulent arrêter. Et il n'y a personne qui veut reprendre. Et en fait, le peu de gens qui veulent reprendre sont très essentiellement des gens qui ne sont pas formés, pas réalistes, qui ne se rendent pas compte des difficultés. Et il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Donc c'est compliqué. Je trouve que c'est un domaine qui est vraiment... c'est un secteur qui est vraiment complètement délaissé. Pas au niveau des aides, parce que souvent on se focalise sur la PAC. La PAC, c'est le grand méchant loup. En fait, ce n'est pas le cas. Quand on s'installe, il y a 70 000 € qui tombent, il y a des aides à l'investissement qui sont importantes, et il y a, comme je disais, sur les 3 premiers hectares, on a quand même 4 000 €, 12 000 €. Donc on a 70 000 € d'entrée, 12 000 € chaque année qui reviennent, plus des aides aux surfaces en bio. Donc on peut se lancer. Simplement, il faut avoir envie et avoir envie d'avoir ce boulot, avoir confiance des difficultés et du fait que c'est un boulot d'entrepreneur. Parce que souvent, les gens le font en se disant c'est le boulot du passé, des aïeux, etc. Ça va me faire revivre. Et puis en fait, c'est un boulot comme un autre. Il faut savoir en vivre. Oui, parce que en pourcentage, l'admin par rapport à la terre, toi moi, c'est différent parce que c'est devenu... maintenant, j'ai même un mi-temps qui fait la RH, un mi-temps qui fait la compta, etc. Mais moi, je suis entre le social, les réunions et les papiers et les contrôles, les imprévus, c'est 90%. Je ne suis plus sur le champ du tout, ni sur le marché. C'est très bien, ça me convient. Oui, bien sûr, mais il faut que les gens prennent conscience de ça. Ouais. Avant de venir chez toi, Ludovic, on a une dernière question là, via cette plateforme MOOClap là. Et donc c'est intéressant parce que du coup on va pouvoir embrayer sur ta réponse, Ludovic. Gagner sa vie dans l'entrepreneuriat durable local, est-ce que vous y croyez? Donc ça, n'hésitez pas à répondre aussi via le QR code. Est-ce qu'on peut avoir le QR code là, qui était là? Comme ça, vous pouvez le scanner avec votre téléphone. Ludovic, une partie de réponse par rapport à ça? Finalement, si j'entends la question, il y a 2 points de vue finalement. Il y a le point de vue en tant que personne et en tant que projet. Et puis il y a le point de vue un peu plus large. Commençons par le plus large. Je pense que c'est comme dans tout changement ou toute évolution. Il y a un moment, il y a un point de bascule, il y a un point au moment où ça devient la norme, la nouvelle norme. Et je pense qu'à force d'en parler, de parler positivement sur l'alimentation durable, de conscientiser, de continuer à faire des bons produits, à faire bien manger les gens, je pense que toute la filière va avancer. Et on peut faire avancer cet écosystème vers quelque chose de plus rentable. Oui, et j'en reste convaincu. Et j'en reste convaincu qu'à partir du moment où on le fait avec optimiste et avec beaucoup de justesse, mais il faut le faire avec l'intelligence de la durabilité, de l'agricole, du bon sens paysan. C'est du temps très long. C'est un projet de vie, c'est un projet de... Voilà, et c'est pour ça que ça revient un peu à ce que tu dis par rapport aux agriculteurs qui prennent les pieds dans le tapis ou des personnes qui font ça avec la réflexion intellectuelle, mais ils oublient des fois que ça prend des années et c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter, quoi. Donc ça, c'est vraiment la vision, c'est qu'il faut qu'on soit plusieurs à le porter, qu'on soit plein à le porter et nous, à nos petites échelles, on y contribue. Et ça rejoint finalement nos défis à nous, futurs, c'est de se rendre compte de cette volatilité du monde actuel qui touche pas que la situation d'alimentation, hein, c'est partout, et d'arriver à armer et à structurer des entreprises pour qu'elles soient solides, pérennes, et qu'elles puissent être toujours là, et avancer, et continuer, et être là pour surfer quand c'est positif, et quand même toujours être présent quand c'est un peu plus dur. Et ça, c'est toute la richesse d'un projet entrepreneurial, et un projet qui se veut entrepreneurial pour la suite, pour le futur, et pour la durabilité. C'est vraiment de prendre ce temps long en conséquence,
Et ma jeunesse m'a fait un peu foncer à certains moments. Et maintenant, après coup, ma maman dit toujours en rigolant, tu apprendras de tes erreurs, tu verras, machin. Il faut toujours écouter sa maman. et, et elle avait l'expérience des années avant. Et en effet, elle m'a dit une vraie règle au tout début de ma carrière. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu investis dans n'importe quoi, etc. La seule chose que tu fais, c'est que tu fais en sorte qu'à tout moment de ton activité, tu puisses te retourner à droite, à gauche, et que tu puisses retomber sur tes pattes, quoi qu'il arrive. Toujours un chemin qui... Mais jamais aller au-delà, parce que si tu ne sais pas te retomber sur des pattes, c'est la fin de tout ton projet. Et en fait, c'est une règle bête, très paysanne, hein, de dire tu peux investir, tu peux faire des crédits, des bazars et tout, mais à tout moment, tu dois trouver une solution ou tu dois avoir anticipé le fait que ça peut passer dans d'autres moments. Comme ça, c'est solide. Et donc, c'est très sain comme conseil. Donc, je conseillerais, en tout cas, à tout le monde qui veut faire de l'alimentation durable de suivre ce conseil de maman. Ouais, chouette, on va le retenir celui-là parce qu'effectivement il est efficace. Maya, toi aussi en fait, finalement c'est aussi de l'entreprise ce que tu fais parce que c'est parler de ça. Et donc ça aussi c'est la communication, c'est de l'entreprise. Toi tu vois ça comment Alors pour moi je trouve qu'un défi c'est la communication qui vient de l'agroalimentaire. Ludovic disait tout à l'heure, oui, durable, ça ne veut plus rien dire, c'est galvaudé. Et en effet, on a une espèce d'énorme machine avec des gros moyens pour communiquer. Et puis moi, j'essaye de mettre en valeur des produits locaux, etc. Et en fait, on a vu l'exemple ici tout à l'heure avec le Nutri-Score. Tous les produits que j'ai proposés, qu'ils soient avec un bon ou un mauvais Nutri-Score, c'était tous des produits emballés de magasins, parce que le Nutri-Score ne se trouve que sur des aliments industriels. Et alors, on a ce fameux code NOVA qui va donner le degré d'ultra-transformation. Pour moi, ce serait un énorme défi que ce code NOVA puisse se trouver sur les produits comme les... Arrive en Europe, ouais. Voilà. Ouais. Enfin, oui, il n'est pas utilisé dans les magasins, il est utilisé nulle part. En fait, il est utilisé par des petites communautés ou des chercheurs, etc. Et donc là, ce serait un grand défi de se dire, en fait, que les produits des magasins et ce code-là, malheureusement, pour moi, c'est un défi absolument impossible parce qu'en fait, toute cette machine agroalimentaire va freiner des quatre fers. Et donc, moi, un petit peu mon défi personnel à moi, c'est de continuer à promouvoir ces aliments de qualité. Et je pense que c'est un défi aussi pour les acteurs tels que Ludovic, par exemple, d'arriver à connaître la valeur de ces produits. Moi, je rencontre beaucoup de producteurs locaux qui ne sont même pas conscients qu'ils ont de l'or, qui vendent de l'or là. Et j'ai même rencontré par exemple quelqu'un qui vendait du beurre de ferme au lait cru, de vaches anciennes, de races anciennes, nourries à l'herbe, etc., qui sont des produits qui ont un profil en acide gras exceptionnel, qui ont le même profil en acide gras que le lait maternel. Donc on est sur quelque chose qui correspond tout à fait à l'humain. Et qui dit, mais moi je ne le mange pas parce que j'ai des problèmes cardiovasculaires. Et donc voilà, le défi c'est aussi... Casser les idées reçues. Casser les idées préconçues, mais aussi que les producteurs, les gens qui sont dans le secteur, soient conscients de la qualité de leurs produits. Et en général, on est sur des qualités qui sont exceptionnelles. En fait, ils vendent vraiment de l'or, quoi. Ouais. Merci beaucoup en tout cas à vous trois. On va vite découvrir le résultat de ce dernier sondage. Et donc oui, il est possible, vous avez été convaincant, de gagner sa vie dans l'entrepreneuriat durable et local. J'ai des doutes quand même à 37% et puis pas du tout 13%. Merci beaucoup Maya, merci Ludovic, merci aussi à Gwenaël d'être intervenu dans cette conférence. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vais demander à Eric de venir me rejoindre maintenant, qui est le grand initiateur de cette soirée, qu'on peut applaudir d'ailleurs aussi. Voilà. Tu veux venir ici ? Ouais. Oui, merci. Merci aux orateurs, merci d'être venus et d'avoir joué le jeu, merci beaucoup. Je voulais remercier quelques personnes et quelques partenaires avec lesquels nous travaillons. Je voulais d'abord remercier le Brabant Wallon, puisque nous sommes dans le Brabant Wallon. Je voulais remercier le FEDER et la région wallonne, puisque nous sommes financés pour ce genre de conférences par ces institutions. Puis vous remercier à vous également d'être présents et d'être venus malgré la chaleur, parce qu'il fallait quand même pouvoir se déplacer jusqu'ici. Et comme surprise et comme réconfort, je vais vous inviter à aller au 20 Eat,
Mais avant, vous avez un petit devoir. Sur votre chaise, il y a un petit formulaire d'évaluation. Alors c'est important pour nous parce que ça nous permet de pouvoir nous améliorer encore pour la prochaine fois. Donc, lorsque vous avez complété votre questionnaire, vous pouvez le déposer sur la table où vous avez été signé pour votre présence. Et ensuite, vous dirigez vers le 28 où vous allez découvrir en fait les projets du Food Camp. Donc, puisque c'est quand même la conférence de clôture, il y aura 8 projets où vous allez pouvoir découvrir, déguster, jouer, enfin il y a un peu de tout, qui sont parfois dans la veine de ce qu'on a dit ce soir. Donc c'est juste parfait. Et puis, pour faire plaisir à Pierre, puisque nous sommes à Nivelles, nous aurons de la tarte à l'yotte, de la bière locale, du vin du Brabant wallon, et du jus de pomme, de l'eau, etc. Donc de quoi vous rafraîchir et de quoi vous remplir un peu l'estomac. Voilà, je vous remercie tous et je vous invite à remplir votre questionnaire et à passer de l'autre côté. Merci et merci aux équipes techniques qui nous ont si aimablement accompagnés depuis cet après-midi à préparer cette conférence. Merci à tous.